Donc c'est un plaisir d'être là ce soir pour vous faire découvrir les objets d'études sur lesquels je travaille depuis maintenant plus de 30 ans. Donc les lunes de Jupiter et Saturne. Aujourd'hui, je vais me focaliser que sur celle de Jupiter parce qu'on n'a qu'une heure et c'est déjà suffisant pour explorer un seul système. Donc peut-être un jour, je vous parlerai des lunes de Saturne, mais aujourd'hui, ce sera les lunes de Jupiter. Donc, comme vous avez pu voir sur ce titre, c'est peut-être un titre un petit peu énigmatique. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi 2031 et pourquoi l'Odyssée de l'espace continue. Alors, pour certains d'entre vous qui ne sont pas les plus jeunes, vous voyez peut-être la référence à 2001, l'Odyssée de l'espace, donc qui reviendra par la suite. Et puis pour les plus jeunes, vous allez découvrir qu'il existe un film qui s'appelle 2001, Odyssée de l'espace. Oui. Ah, donc il faut que j'aille plus près. Comme ça, c'est bon? Excusez-moi. Ok, commençons déjà par une introduction générale. Donc comme Clément vous l'a mentionné, juste pour vous indiquer, je suis du laboratoire de planétologie et géosciences qui se trouve à Nantes, sur lequel on travaille sur différents objets du système solaire, la Terre et les autres planètes du système solaire, Mars et les lunes de Jupiter et Saturne. Et c'est une de nos spécialités justement d'étudier ces fameuses lunes de Jupiter et Saturne. Donc commençons par le commencement. Donc j'imagine que vous avez tous observé le ciel étoilé, notamment potentiellement sur le bord du Golfe, un soir d'été, quand on a une nuit parfaite, et vous avez probablement observé qu'il existe des milliers de points lumineux. Alors peut-être, vous n'en voyez peut-être pas des milliers à Vannes, parce qu'on n'a pas une luminosité suffisante, mais on peut en voir au moins des centaines. Et en regardant ce ciel étoilé, vous êtes peut-être déjà posé la question de savoir est-ce qu'il existe parmi l'ensemble de ces points lumineux qu'on peut observer dans le ciel, d'autres objets, des planètes, on va dire, qui seraient équivalents à la Terre et sur lesquels on pourrait avoir de l'eau liquide. Et potentiellement, est-ce qu'on pourrait avoir des océans sur ces corps planétaires qui pourraient éventuellement être habitables? Donc ça, c'est une grande question qui motive, on va dire, l'humanité depuis des siècles. C'est une question à laquelle on essaye de répondre et pour lesquelles on va commencer à avoir des réponses. Donc, comme vous allez voir par la suite, on sait désormais qu'il existe d'autres objets qui ont de l'eau liquide. Il y a des objets qui ont des océans. C'est ce qu'on va explorer pendant cette conférence en se focalisant sur un type de système qui est le système de Jupiter. Et maintenant, la question qu'on veut répondre, au-delà de 2031, c'est est-ce que ces objets qui ont de l'eau liquide pourraient abriter de la vie à l'heure actuelle? Donc si vous regardez précisément justement tous ces objets lumineux, vous aurez probablement déjà observé que certains points sont beaucoup plus lumineux que d'autres. Donc ça, si vous regardez même patiemment chaque jour, vous allez voir que ces points qui sont plus lumineux ont un mouvement particulier par rapport à l'ensemble des autres points qui sont des étoiles. Donc ces objets qui bougent dans le ciel, donc ça c'est constaté depuis l'Antiquité. Les Grecs avaient déjà découvert que certains points lumineux étaient en mouvement, étaient errants. Et en grec, errant, ça veut dire planète. Donc ils ont défini le mot planète juste par cette particularité que ce sont des points lumineux qui se baladent dans le ciel. Donc ça, ce sont les planètes. Donc pendant des siècles, on a juste constaté qu'on avait des objets qui se baladaient dans le ciel. Et on a pu découvrir qu'on a en total 6 qu'on peut voir à l'œil nu. Donc si vous êtes patient, vous verrez très facilement Jupiter, Saturne, Vénus. Mars est très facile à observer également. Si vous voulez observer Mercure, c'est beaucoup plus problématique puisqu'elle est très proche du Soleil, donc il faut vraiment des très bonnes conditions. Mais voilà, c'est l'ensemble des planètes qu'on peut voir à l'œil nu. Et au-delà, on a 2 autres planètes qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui ont été découvertes par la suite grâce à l'observation télescopique, qui sont Uranus et Neptune. Donc ça, c'est le portrait de famille, on va dire, de notre système solaire. Nous, on va se focaliser par la suite sur le système de Jupiter. Donc juste pour vous donner un ordre de grandeur, ici, vous avez les différentes planètes du système solaire qui sont justement représentées à l'échelle par rapport au Soleil. Donc la Terre est le tout petit point que vous voyez juste sous la flèche où c'est marqué la Terre. Donc la Terre est un objet microscopique si on le compare au Soleil. Et si on le compare à Jupiter, donc ici vous avez un zoom sur Jupiter, vous pouvez voir justement la fameuse tache rouge de Jupiter qui est plus grosse que la planète Terre. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée de ces différents corps planétaires. Et si vous regardez sur cette petite animation, vous voyez justement ces fameuses planètes qui tournent autour du Soleil. Il a fallu attendre le 15e et 16e siècle pour comprendre que ces objets qui se déplaçaient dans le ciel, en fait, étaient des objets similaires, on va dire, à notre propre planète Terre, et qui étaient en orbite autour du Soleil. Donc ça, c'est pour les planètes. Ce qui nous intéresse ici, maintenant, ce sont les lunes. Donc si vous avez peut-être un petit télescope ou même juste une bonne paire de jumelles ou juste une lunette d'observation, par exemple pour les oiseaux, vous la pointez vers Jupiter. C'est exactement ce qu'a fait
Galilée en 1610, il a eu l'idée de prendre une lunette qui avait été construite par des Hollandais, plutôt pour faire de l'espionnage militaire. Il s'est dit, tiens, si moi je le pointais vers le ciel et que je regardais Jupiter. Et en regardant Jupiter, il a découvert ceci. Donc là, vous voyez sur cette image, donc vous pouvez faire ça, alors pas ce soir, parce que les conditions ne sont pas bonnes, mais essayez un jour où il fait beau, vous prenez juste une paire de jumelles, vous vous bloquez bien, vous regardez Jupiter et vous verrez 4 petits points lumineux de part et d'autre de Jupiter. Donc c'est exactement ce qu'a vu Galilée en 1610. Et comme c'est un scientifique et qu'il est curieux, il s'est dit, j'ai regardé un jour, mais j'ai regardé le lendemain pour voir si c'est pareil. Et il s'est rendu compte que quand il a observé le 7 janvier, il a constaté 3 petits points lumineux de part et d'autre de Jupiter. Le 8 janvier, il s'est dit, je vais regarder. Donc il s'est remis, il a repointé sa lunette vers Jupiter, et là il a constaté qu'il y avait toujours 3 points, mais ils n'étaient pas au même endroit. Donc là il s'est dit, il faut que je vérifie justement si mon observation est correcte ou pas. Donc il a réobservé le 10 janvier, il a vu 3 points de l'autre côté, le 13 janvier, encore 4 autres points, et le 19 janvier, il a vu 4 points. Et après cette semaine d'observation, il en a déduit que les points lumineux qu'il voyait de part et d'autre de Jupiter, c'était des objets qui tournaient autour de Jupiter. De la même manière que les planètes tournaient autour du Soleil, là, il en a constaté qu'il y avait des points qui devaient tourner autour de Jupiter. Et c'est comme ça qu'il a découvert pour la première fois qu'il existait des lunes autour d'une autre planète que la planète Terre. On savait déjà qu'on avait la Lune autour de la Terre, mais là on découvrait pour la première fois des lunes autour de Jupiter. Et ici vous avez une animation qui a été réalisée par un de mes collègues, Benoît Stegneauvert, qui est ingénieur de recherche au laboratoire, qui a utilisé un logiciel qui s'appelle Stellarium, que vous pouvez utiliser, vous pouvez reproduire la même chose. Il s'est positionné à la même position que... il a imaginé qu'il était à Pise, comme Galilée en 1610, et il a simulé comment on devait voir Jupiter aux différents jours. Donc là, il a simulé Jupiter, et vous voyez de part et d'autre les différents points lumineux qui correspondent aux lunes de Jupiter. Donc on voit qu'effectivement, Galilée a bien observé la position de ces lunes, comme on peut le resimuler maintenant, en se remettant exactement au jour et à l'heure à laquelle Galilée avait fait ses observations. Donc ça, c'est juste le portrait de famille des objets qui vont nous intéresser pour le reste de la conférence, c'est-à-dire les lunes de Jupiter. Donc ici, vous avez un zoom. Alors c'est pas un zoom, c'est une image que vous pouvez réaliser. Alors pas avec un... Là, il vous faut quelque chose d'un peu plus performant qu'une juste des jumelles ou une petite lunette astronomique. Il vous faut un petit télescope, un beau télescope d'amateur. Et là, vous pouvez faire une belle image de Jupiter. Et là, vous verrez ces belles images. Donc vous voyez Jupiter avec ses fameuses bandes qui correspondent à la dynamique de son atmosphère, et puis les 4 lunes de Jupiter. Donc les 4 lunes de Jupiter, elles n'ont pas été nommées par Galilée, puisqu'à l'époque, il n'était pas très imaginatif. En 1610, il les a juste appelées Jupiter 1, Jupiter 2, Jupiter 3 et Jupiter 4. Donc il a fallu attendre quelques années plus tard, avec c'était Simon Marcius, un autre astronome qui déclare avoir découvert également les lunes de Jupiter, mais bon, l'histoire a fait qu'on n'a retenu que Galilée, mais c'est lui qui aurait découvert au même moment et qui leur a donné des noms. Et donc les noms, c'était Io, Europe, Ganymède et Callisto, qui sont les noms des maîtresses et des amants de Jupiter. Donc c'est pour ça qu'on leur a donné ces noms-là aux lunes de Jupiter. Donc ça, c'est ce qu'on avait en gros pendant des siècles. On savait qu'il y avait des lunes autour de Jupiter, mais on n'a pas d'image détaillée, donc il a fallu attendre le début de l'exploration spatiale pour commencer à avoir des images précises et avoir des informations sur la composition et la nature des objets, justement de ces fameuses lunes de Jupiter. Juste une petite anecdote, c'est qu'en 1968, on n'avait encore aucune image des lunes de Jupiter, et c'est à l'époque où il y a eu ce fameux film de science-fiction qui s'appelle 2001 Odyssée de l'espace, où là vous avez une représentation de ce qu'imaginait Stanley Kubrick, comment il imaginait Jupiter en 1968, sachant qu'on n'avait pas encore pris une seule image des lunes de Jupiter, donc c'était déjà assez, on va dire, novateur. Et donc quelques années plus tard, grâce au début de l'exploration spatiale, là on a pu aller pour de vrai autour de Jupiter. Donc 2001 Odyssée de l'espace, c'est un film de science-fiction. Ça imagine une première exploration humaine vers Jupiter. On n'est pas prêt d'aller envoyer des humains vers Jupiter, en tout cas des humains qui survivent. Mais en tout cas, on sait envoyer des robots vers Jupiter et des engins motorisés. Donc c'est ce qu'on a fait à partir de 1977. Donc en 1977, à cette époque-là, j'avais 1 an. Je n'étais pas au courant qu'on avait envoyé une mission vers le système solaire extérieur. Mais en tout cas, il y a une mission qui est partie, en même 2 missions. Donc c'était les missions Voyager 1 et Voyager 2,
Donc à l'époque, la NASA avait décidé d'envoyer 2 fois la même mission pour être sûr que ça fonctionne bien. Donc on le fait plus vraiment maintenant. On va pas se permettre d'envoyer 2 missions similaires les unes après les autres. Mais en tout cas, Voyager 1 et Voyager 2 ont été envoyés en 1977 avec pour objectif d'aller observer pour la première fois, de faire de survol pour la première fois des différentes planètes géantes du système solaire extérieur, à savoir Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Donc ça, c'était une configuration assez exceptionnelle qui arrive qu'une fois tous les 80 ans à peu près. On peut avoir un alignement des différentes planètes du système, des planètes géantes, ce qui fait qu'on peut les survoler les unes après les autres. Donc même si on les survole les unes après les autres, ça prend quand même du temps. Vous voyez, le premier survol, c'était Jupiter en 1979. Deuxième survol, Saturne en 1981. Troisième survol, Uranus 1986 et Neptune 1988. Pour ce qui concerne Uranus et Neptune, on n'a pas d'image depuis 1986 et 1988. On n'a pas encore envoyé un autre engin pour aller explorer Uranus et Neptune. Ce qui concerne Jupiter, ce qu'on va voir aujourd'hui, on a déjà plusieurs missions qui ont été vers Jupiter et justement on prépare la prochaine vague d'exploration. Et puis sur Saturne également, on a des missions que je n'aurai pas le temps d'aborder aujourd'hui. Donc concentrons-nous sur les lunes de Jupiter. Donc vous avez vu tout à l'heure, c'était une image d'artiste que je vous ai montré qui était l'imagination de Stanley Kubrick 10 ans avant qu'on fasse le survol de Jupiter. Et là, c'est une vraie image prise par la sonde Voyager. Donc une des plus belles images qui a été prise par la sonde Voyager, où on voit directement, cette fois-ci, l'atmosphère de Jupiter avec des grands détails. Vous voyez la fameuse tasse rouge avec différentes petites structures qui correspondent à différentes structures cycloniques qu'il y a à la surface de Jupiter. Et puis ici, vous voyez un objet emblématique qu'on va regarder plus en détail par la suite, qui est la lune Europe. Donc Europe, on voit juste devant Jupiter, et vous voyez la tache noire au fond qui correspond à l'ombre projetée d'Europe sur Jupiter. Donc ça, c'est une image qui est vraiment très très belle et qui a été reprocessée assez récemment. Finalement, elle a été acquise par Voyager, mais c'est grâce à des nouveaux procédés de traitement des images qu'on a pu avoir cette qualité, on va dire, de ce rendu, et ça a été diffusé il y a que quelques années. Donc vous voyez, même plus de 40 ans après le survol de Jupiter, on a encore du traitement de données qui peut nous faire apparaître des nouvelles informations. Donc ça, c'était une image, et une des images les plus emblématiques, c'est cette image ici que vous voyez également au-dessus, qui a une vue globale où on voit Jupiter avec les 2 lunes les plus proches. Donc on a d'autres images où on voit aussi Ganymède et Callisto. Là, on s'était limité sur sur Io et Europe. Et en faisant un survol d'Europe, pour la première fois, on a pu avoir une image de cette lune de Jupiter, qui s'appelle Europe, et sur lequel on a pu observer ces grandes structures tectoniques qui nous indiquent qu'il y a une forte activité à l'intérieur d'Europe. On va y revenir de manière un peu plus détaillée, parce que c'est les vagues d'exploration par la suite qui nous ont permis de vraiment regarder de manière détaillée. Mais rien que sur la base de cette toute première image, on a déjà eu des indices qu'à l'intérieur d'Europe, on pouvait avoir une activité très atypique. Donc cette seule image, alors il y a quelques autres images, nous montrent clairement que la surface est extrêmement jeune. Si on observe une image de la Lune, par exemple de la Lune terrestre, on voit qu'elle est criblée de cratères. Donc le fait que la Lune soit criblée de cratères, ça nous indique que c'est une surface extrêmement ancienne et qui a subi des grandes quantités de bombardements météoritiques. Sur Terre, par exemple, on voit peu de traces de cratères. Ça ne veut pas dire que la Terre reçoit moins d'impacts que la Lune, mais c'est juste que la Terre efface l'enregistrement de ces impacts météoritiques. Dans le cas d'Europe, quand on regarde la surface, on voit qu'il y a très peu de cratères d'impact, beaucoup moins même que sur Terre, ce qui nous indique qu'on a une surface qui est renouvelée en permanence et qui a un processus à l'intérieur qui permet de recréer de la surface de manière régulière. Et ce mécanisme, justement, nous indique qu'il y a des remontées de glace à la surface qui permettent justement d'effacer toutes ces traces d'anciens bombardements météoritiques. Donc ça, c'était pour Europe. Déjà, c'était le premier indice. Et ces premiers indices indiquaient que potentiellement, sous cette croûte de glace, donc on avait déjà identifié que la surface était composée principalement de glace. On sait qu'on est très loin du Soleil, et quand on est très loin du Soleil, il fait très froid. Donc l'eau est stable sous forme de glace. Et le fait qu'on voit toutes ces grandes structures suggérait que potentiellement, sous la surface, on pourrait avoir une source de chaleur qui pourrait provoquer la formation d'une couche d'eau liquide en profondeur. Donc ça, c'était juste des premiers soupçons. Et par la suite, on a continué à envoyer d'autres missions spatiales pour aller les explorer, justement ces différents mondes. Alors là, je vous montre juste pour faire une petite comparaison entre les différentes lunes. Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur la lune de Jupiter.
Juste pour vous donner un ordre de grandeur, tout à l'heure, je vous ai montré la comparaison de la taille de la Terre comparée à Jupiter. Voilà, maintenant, on a la comparaison des lunes de Jupiter comparée à la Lune de la Terre. Donc ici, vous avez en gris Earth, donc la Terre, donc la Lune terrestre, et vous voyez que Io, qui est la Lune la plus proche de Jupiter, elle est quasiment de la même taille que la Lune terrestre. Et puis on a Europe qui est un tout petit peu plus petit, et ensuite Ganymède et Callisto qui ont des tailles beaucoup plus grandes, et même Ganymède est tellement grande qu'elle est plus grande que la planète Mercure. Donc ce n'est pas une planète parce qu'en orbite autour d'une autre planète, donc c'est un satellite naturel de Jupiter, mais c'est des objets qui sont, on va dire, de gabarit planétaire. Et puis autour de Saturne, on a un autre objet qui a quasiment la même taille, qui est Titan, que je ne vais pas aborder aujourd'hui, mais qui est également un objet très énigmatique et justement qui a beaucoup intrigué et motivé l'exploration du système de Saturne. Alors pourquoi s'intéresser principalement à Jupiter? Vous pourrez me dire pourquoi on ne va pas voir Uranus ou Neptune, ou pourquoi même on n'irait pas explorer d'autres systèmes exoplanétaires. La particularité de Jupiter, c'est que c'est un système qui est finalement, alors qui fait partie de notre système solaire, mais qui est à notre portée. On peut envoyer des engins spatiaux. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse à Jupiter. Alors pourquoi on va plus souvent sur Mars? Parce que Mars, c'est encore plus près. Donc plus c'est près, plus c'est facile. Pour aller sur Jupiter, c'est pas trop compliqué. On envoie une mission tous les 15-20 ans. Pour aller sur Mars, on en envoie une tous les 2 ans. Et donc c'est juste, et justement, donc Jupiter, c'est possible. Neptune, on en enverra une fois par siècle. Pour le moment, on en envoie une le siècle dernier. Peut-être qu'il y en aura une avant la fin de ce siècle, mais on n'en enverra pas tout de suite. Et peut-être qu'on n'en enverra jamais. Alors juste pour vous donner un ordre d'idée des distances, parce que souvent on a du mal pour certains, alors peut-être que pour certains d'entre vous c'est très clair, pour d'autres c'est plus difficile, donc c'est pour ça que je vais vous donner quelques ordres de grandeur sur les distances. Donc quand on est dans le système solaire, on parle généralement de distances qu'on appelle l'unité astronomique. Donc une unité astronomique, c'est la distance entre la Terre et le Soleil. Donc en kilomètres, ça fait en gros 150 millions de kilomètres. C'est un peu compliqué à se rappeler que c'est 150 millions de kilomètres, donc c'est beaucoup plus facile de se rappeler que c'est 1. Donc Terre, Soleil, ça vaut 1, une unité astronomique. Pour aller vers Jupiter, il faut faire 5 unités astronomiques. Donc c'est 5 fois plus loin que la distance Terre-Soleil. Quand on va vers Jupiter, on peut envoyer des engins et on met entre quelques années, au plus vite 2-3 ans, à 6-7 ans. Donc c'est à peu près les échelles de grandeur pour aller jusqu'à Jupiter. Et si on veut communiquer avec Jupiter, c'est ce que j'ai mis en jaune ici, c'est le temps de communication avec l'engin spatial. Donc quand on envoie une commande vers une sonde qui est autour de Jupiter, il faut 40 minutes. C'est entre 30 et 40 minutes le temps que l'onde radio arrive jusqu'à Jupiter. Et donc une fois que l'onde radio arrive sur l'engin qui est autour de Jupiter, il faut encore 40 minutes pour envoyer le message. Donc tout ça pour vous indiquer qu'on ne peut pas téléguider des engins spatiaux à distance. On est obligé d'envoyer des commandes le jour d'avant, et après toutes les opérations doivent se faire de manière automatisée. Donc vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai parlé de Voyageur 1 et Voyageur 2. Donc Voyageur 1 et Voyageur 2, alors il faudrait que je remette un peu à jour mon transparent, parce que tous les ans, ils continuent à se déplacer. Donc Voyageur 1 et Voyageur 2 continuent à s'éloigner du Soleil. Donc dans cet exemple, j'ai mis 47 ans, donc c'était en 2024, donc maintenant c'est 49 ans. Donc on est à 49 ans de voyage, et quand on a 49 ans de voyage, on est quasiment à 24 heures de temps communication radio. Donc temps de communication, c'est le temps, une onde radio, ça va à la même vitesse qu'une onde lumineuse, donc c'est 300 000 km par seconde, donc ça met 24 heures. Donc quand la NASA décide d'envoyer une commande à Voyager, ce qu'elle fait encore de temps en temps, ça met 24 heures pour que le signal radio arrive à Voyager. Voyager reçoit le signal, elle fait « Ok, je suis toujours en vie », elle renvoie, et hop, le jour d'après, on a un signal qui nous dit « Oui, Voyager est toujours en vie ». Donc ça, c'est juste pour donner un ordre de grandeur. Donc là, on est à peu près à 160 unités astronomiques. Donc 160 fois plus loin que la distance Terre-Soleil. Donc sachant, donc petit calcul rapide, vous pouvez calculer dans votre tête, sachant que l'étoile la plus proche, donc là, je vous ai parlé que des planètes qui sont autour du Soleil, sachant que l'étoile la plus proche, elle est à 4,3 années-lumière. Donc ça veut dire que quand on envoie un signal lumineux ou une radio vers cette étoile, donc Proxima du Centaure, il faut 4,3 années. Donc d'après vous, il faudrait combien de temps à Voyager pour arriver jusqu'à cette étoile la plus proche, autour de laquelle on sait qu'il y a des planètes? Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Combien ici? 220 000, qui dit mieux? 70 000 là-bas. Alors attention,
Verdict, 80 000. Alors, je crois que c'est 77 000 exactement, mais j'ai arrondi. Donc c'est en gros 80 000 ans. Alors pourquoi je vous ai montré ça? C'est juste pour vous dire que si un jour on décide d'aller envoyer un engin spatial pour aller explorer une planète qui est autour d'une autre étoile, donc déjà on peut aller que aux étoiles qui sont les plus proches, Proxima du Centaure, il y a une planète qui est peut-être de la taille de la Terre, donc déjà on a une chance, elle est de taille de la Terre. Bah, si on envoie un engin, il mettra au moins 80 000 ans pour y arriver, en allant à la vitesse de Voyager. Si on envoie un engin qui va plus vite, il mettra un peu moins longtemps, mais en tout cas ça va mettre longtemps. Donc il va falloir beaucoup de générations, donc on peut l'envoyer maintenant, et peut-être nos arrière petits-enfants verront le premier signal. Mais en tout cas, donc c'est juste pour vous dire que pour tout ce qui est système exoplanétaire, on ne peut pas aller les explorer directement. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est les observer à distance. C'est ce que fait par exemple le James Webb Telescope, qui permet d'aller explorer de manière détaillée justement ces lunes. Pas ces lunes, ces planètes et puis les différents objets exoplanétaires. Pour ce qui concerne le système solaire, c'est le seul endroit où on peut vraiment aller sur place et faire une enquête, on va dire, in situ, pour aller vraiment observer de manière détaillée. Et c'est ce qu'on a fait ces dernières années pour aller explorer le système de Jupiter. Donc en 1995, la NASA a décidé, même avant, en 1980, la NASA a décidé, quelques mois après le survol de Voyager en 81, elle a décidé d'envoyer une mission ambitieuse qui allait étudier le système de Jupiter. Donc ça, cette mission, c'était la mission Galileo, de 95 à 2003. Et puis actuellement, il y a une deuxième mission qui est toujours en opération, qui s'appelle la mission Juno, qui a été envoyée pour étudier principalement la planète Jupiter, et qui est en opération autour de Jupiter depuis 2016, et qui continue ses opérations, et qui devrait peut-être encore être prolongée encore 1 an ou 2 ans. Donc ça, c'est pour l'exploration passée, mais c'est grâce à ces explorations qu'on a pu vraiment découvrir des choses très, très intrigantes, et qu'on a pu confirmer que justement le système de Jupiter est vraiment un système très intéressant et très atypique. Donc déjà, il est à proximité, on peut aller l'étudier, et en plus, finalement, on s'est rendu compte en étudiant les autres systèmes exoplanétaires que finalement Jupiter était probablement un meilleur analogue des autres systèmes planétaires qu'on observait, plus que finalement notre propre système terrestre. Donc juste pour montrer un exemple, vous avez peut-être entendu déjà parler de cette fameuse système planétaire qui s'appelle TRAPPIST-1, qui a la particularité d'avoir 8 planètes comme nous. Sauf qu'au lieu d'avoir 8 planètes avec des planètes géantes, c'est 8 planètes de taille terrestre. Et si on compare justement l'échelle de ce système, on se rend compte que ce système exoplanétaire, il est plutôt comparable à notre système, au système Jupiter, plus qu'au système terrestre, parce qu'il a les orbites sont comparables aux lunes de Jupiter autour de Jupiter, et puis les forces de marée qui s'appliquent sur ce système sont également comparables. Donc ça, c'est juste pour vous dire que finalement, Jupiter, c'est déjà intéressant parce que c'est à côté, mais en plus, c'est peut-être un bon exemple de mini-système planétaire qui nous donne une idée des autres systèmes planétaires qu'on peut avoir dans la galaxie. Une autre particularité de Jupiter, c'est que c'est un système qui est très dynamique et très couplé, c'est-à-dire que les lunes qui tournent autour de Jupiter ont également des fortes interactions avec la planète Jupiter. Donc c'est un peu comme, c'est encore une fois comme un mini-système planétaire. Donc on a notamment un très fort champ magnétique sur Jupiter, et ce champ magnétique sur Jupiter va s'interagir avec les lunes de Jupiter. Et comme vous allez voir par la suite, c'est grâce à cette interaction qu'on a pu découvrir qu'à l'intérieur d'Europe, il y a vraiment un océan d'eau salée. Et puis une autre particularité du système de Jupiter, ce qui le rend probablement assez unique, c'est qu'on a des très fortes interactions gravitationnelles entre les lunes et la planète centrale. Donc sur Terre, vous avez tous entendu parler de la marée. Donc vous savez qu'il y avait une marée. Quand vous allez vous balader sur la côte, vous voyez le mouvement des océans. Et cette marée, elle est liée à l'interaction entre la Terre, la Lune et le Soleil. Donc c'est des interactions gravitationnelles qui créent ces déplacements. Donc on est tous conscients que ces mouvements entraînent des déplacements de la surface de l'océan, mais peut-être ce que vous vous rendez moins compte, c'est que même l'intégralité du sol se déplace tous les jours. Donc là, je ne peux pas vous dire si on est en train de monter ou descendre, mais en tout cas, vous êtes en train de bouger, sans vous rendre compte. Tous les jours, 2 fois par jour, vous vous soulevez de 40 à 50 cm et vous rediminuez de 40 à 50 cm. Alors, des fois c'est 30, des fois c'est 60. Ça va dépendre de la combinaison des différentes, de la contribution, on va dire, de la Terre et du Soleil. Mais ça, ce sont les marées solides. Dans le cas de Jupiter et de Saturne, on a également ce même type de mécanisme. Donc là, c'est l'interaction entre Jupiter et ses différentes lunes.
Dans le cas de Io, cette déformation de l'intérieur du sol est tellement grande qu'on atteint quasiment 100 mètres chaque jour. Et cette déformation est tellement forte que ça entraîne un échauffement à l'intérieur de cette planète. Donc ici, ce que vous voyez, c'est une image de Io. Donc cette image nous montre un fort volcanisme. Vous voyez des panaches à droite, à gauche, ici. Ce sont des énormes panaches volcaniques. Et ces panaches volcaniques, ils sont directement la conséquence des marées internes qui se produisent à l'intérieur de Io, qui chauffent l'intérieur et qui entraînent une fusion de l'intérieur du manteau, ce qui se traduit par des énormes éruptions. Donc les éruptions qu'on observe sur Io, à chaque fois qu'on est passé au voisinage de Io, qu'on a observé Io, il y avait une éruption énorme, 1000 fois plus forte que la plupart des éruptions qu'on observe sur Terre. Donc sur Terre, on a peut-être eu une éruption comme ça une fois tous 1 million d'années. Sur Io, c'est en permanence. Chaque fois qu'on est passé, il y avait au moins 2 volcans qui étaient en éruption et qui formaient ces énormes éruptions. Donc ça, c'est pour Io. Alors, on ne va pas trop parler de Io par la suite, parce que Io a une particularité, c'est que c'est la seule lune de Jupiter qui n'a pas de glace. Et donc, il n'y a pas d'eau liquide non plus. On va se concentrer sur l'autre objet que je vous ai déjà parlé tout à l'heure, qui est la lune Europe. Donc sur Europe, vous voyez encore une fois, donc là, cette fois-ci, on a une image un peu plus détaillée, on va faire des zooms par la suite. Et sur Europe, on voit ces grandes stries qui montrent qu'il y a des fortes déformations, et encore une fois, c'est une conséquence des marées. Donc sur Europe, on estime que les marées, au lieu que ce soit 40 à 50 cm comme c'est sur Terre, c'est 50 à 60 mètres tous les jours. Donc vous imaginez, tous les jours, la surface se soulève de 40 à 50 mètres, ce qui entraîne des fortes déformations qui peut briser la surface et expliquer certaines des structures. Et surtout, ça fait un échauffement à l'intérieur, encore une fois, qui va créer, qui va permettre de maintenir de la chaleur à l'intérieur. Donc là, c'est une image qui est assez récente, qui a été acquise par justement la mission Juno, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui vous montre une image où vous voyez à la fois le côté jour et le côté nuit sur Io. Si vous faites une image comme ça sur Terre, vous verrez du côté nuit plein de villes. Ah là, on a plein de points lumineux, qui ce sont des villes. Si vous faites sur Io, ce n'est pas des villes qu'on observe, c'est des volcans. Donc les volcans sont tellement puissants qu'on voit, même du côté nuit, la surface est illuminée justement par le rayonnement infrarouge qui est émis par ces volcans, et qu'on voit également du côté jour. Donc ici, vous avez une image à droite qui correspond à une image en visible, ou une image que vous pourriez faire avec un appareil photo en vous baladant à côté de Jupiter. Et ça, c'est une image qu'on a en caméra infrarouge et qui nous permet de quantifier la quantité d'énergie qui provient de l'intérieur de Io. Et là, c'est une image qui a été réalisée par la sonde Galileo, qui était c'est une mosaïque. Donc, on a pris plein d'images. À chaque survol, on fait des différentes images. Et en combinant l'ensemble de ces images, on peut faire une mosaïque globale de la surface. Donc, c'est une des plus belles images, mosaïque qui a pu être réalisée pour Europe. Et ici, on va faire un zoom sur Europe et vous allez vous en rendre compte de la richesse, on va dire, géologique de la surface d'Europe. Donc, quand on se balade à la surface, donc on va faire un petit voyage. Vous imaginez que vous êtes en train de survoler Europe à peu près une dizaine de kilomètres d'altitude. Et là, vous voyez différentes structures qui apparaissent, qui sont toutes les unes après les autres plus énigmatiques qu'une autre. On est encore en train d'essayer de comprendre comment ce monde glacé qui est Europe arrive à fabriquer tous ces types de structures. Vous pouvez voir des zones brunes ici où on a l'impression qu'il y a eu de la fusion de la croûte de glace et puis des remontées de matériaux qui viennent de l'intérieur. Vous voyez ça à différents endroits. Vous avez ces grandes structures tectoniques un peu partout à la surface. Et quelle que soit l'échelle à laquelle on regarde, on observe toujours des structures tectoniques. Donc on pense que c'est lié à ces forces de marée qui malaxent l'intérieur d'Europe en permanence et qui permettent d'échauffer l'intérieur et peut-être potentiellement de créer des remontées de glace chaude. Et vous pouvez constater que quasiment sur toutes ces images, à chaque fois qu'on a des matériaux qui semblent provenir de l'intérieur, ils ont une couleur un peu sombre. Et finalement, on s'est rendu compte en regardant de manière détaillée, donc en faisant de la spectroscopie infrarouge, c'est-à-dire en regardant comment la lumière est réfléchie à la surface d'Europe, on s'est rendu compte que toutes ces zones qui ont une coloration brune, qu'on voit également quand on observe, qu'on fait une observation globale d'Europe, vous avez vu toutes ces grandes stries brunes, mais en fait, on s'est rendu compte que toutes ces zones sont très riches en sel. Donc ça nous indique qu'il y a un matériau salé qui provient de l'intérieur et on a des éruptions, on va dire, d'eau salée à la surface qui se déposent le long de ces grandes structures tectoniques. Et donc déjà, ça nous prouve qu'à l'intérieur, il y a potentiellement un océan d'eau salée. Et ça, quand vous voyez cette image-là, donc c'est une des images les plus emblématiques qui avait été acquise par la sonde Galileo, c'est qu'on a vraiment l'impression de voir comme une banquise sur Terre après la débâcle. Donc vous avez
la banquise qui se casse et ensuite qui se refige quand on a un deuxième processus de gel. Donc on a l'impression de voir un peu ce même type de structure, mais en gardant en tête qu'ici on a des structures beaucoup plus grandes. Les blocs ici font des dizaines de kilomètres, donc c'est des gros blocs qui ont fondu localement, qui ont tourné les uns par rapport aux autres et ensuite qui ont été refigés. Donc ça avait été interprété la première fois comme potentiellement une évidence d'un affleurement d'un océan proche de la surface. Sauf que même si on avait des signes de sel à la surface et qu'on a toute cette tectonique, on ne savait pas si c'était un océan qui était actuellement à l'intérieur d'Europe ou si c'est juste un océan qui était là peut-être il y a 100 millions d'années ou 200 millions d'années et qui aurait disparu depuis. Donc finalement, la confirmation qu'il y a bien un océan sur Europe, elle a été apportée par un autre type de mesure qui était pas attendue à l'époque où on a fait les premières mesures. C'était une mesure du champ magnétique d'Europe. Donc en fait, on s'est rendu compte, lorsque la sonde Galileo est passée au voisinage d'Europe, qu'à chaque fois qu'elle est passée au voisinage d'Europe, il y avait une perturbation du champ magnétique. Donc le champ magnétique, c'est le champ magnétique de Jupiter. Je ne sais pas si vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai montré une belle image où on voyait un énorme champ magnétique. Donc en fait, Jupiter, c'est un objet qui a un énorme champ magnétique. Et Europe se balade dans ce champ magnétique. Et comme elle se balade dans ce champ magnétique, si à l'intérieur, elle avait juste un matériau qui était complètement isolant, juste des roches et de la glace, les lignes de champ magnétique resteraient identiques. Elles seraient légèrement défléchies, mais quasiment pas au niveau d'Europe. Et là, on se rend compte que quand on arrive au voisinage d'Europe, les lignes de champ magnétique, elles sont fortement défléchies. Et ça nous indique qu'à l'intérieur, il y a un matériau qui est conducteur, donc qui conduit électriquement, qui est électriquement conducteur. Et ça entraîne une déformation des lignes de champ magnétique. Donc c'est grâce à cette observation, il faudrait dire, c'est un peu tiré par les cheveux, c'est comme ça qu'on sait qu'il y a un océan d'eau salée à l'intérieur d'Europe, parce que le meilleur candidat pour expliquer la déflexion de cette ligne de champ magnétique, c'est un matériau conducteur qui a une conductivité proche de la conductivité de l'eau salée sur Terre. Donc ça nous indique qu'il y a potentiellement un océan d'eau salée sur Europe et qui pourrait être entre 10 et 30 km de profondeur. On ne sait pas trop, et c'est ce qu'on va essayer de découvrir par la suite. Donc ça, c'est ce qui est pour la surface. Donc on sait qu'il y avait un océan à l'intérieur, on sait qu'il y a des dépôts de sel à la surface. Et une grande question qui demeurait, c'est est-ce qu'actuellement il y a des échanges actifs entre l'intérieur d'Europe et la surface? Et finalement, on s'est rendu compte en réanalysant les données de la mission Galileo que potentiellement Galileo était passé à l'intérieur d'un panache de vapeur. On n'est pas complètement sûr. Il y a eu des observations qui ont été réalisées également avec le télescope Hubble qui a permis d'observer l'Europe. Et on s'est rendu compte que de temps en temps, on a vu des sortes de panaches de vapeur qui semblaient sortir d'Europe. Il y a eu beaucoup de tentatives pour confirmer qu'il y a vraiment des éruptions à l'heure actuelle sur Europe, mais on n'a pas de confirmation. Tout à l'heure, je vous ai montré des images de Io, où là, on a des énormes panaches volcaniques. Donc là, il n'y a aucun doute. À chaque fois qu'on observe Io, on voit des panaches volcaniques. Sur Europe, on n'est pas complètement sûr qu'il y a de la vapeur d'eau. Alors pourquoi c'est intéressant d'avoir des éruptions? C'est parce que s'il y a une éruption, le matériau qui est émis peut être envoyé dans l'espace et il y a juste à passer à côté et le collecter. Donc c'est pour ça qu'on aimerait qu'il y ait des éruptions actives. Ça nous éviterait d'aller se poser pour récolter du matériau en surface. Mais ça, c'est des questions pour le moment, je ne peux pas vous répondre, mais c'est ce qu'on va essayer de voir à partir de 2031. Vous allez comprendre pourquoi 2031 pour la suite. Donc tout ça, ça nous indiquait qu'on a de la glace salée en surface, on a des échanges avec un océan. Et maintenant, la dernière question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui rend justement Europe aussi active? Ça nous indique qu'il y a une source d'énergie à l'intérieur. Donc là, on n'a pas d'observation directe, mais c'est des déductions. On en déduit que si sur Io, on a du volcanisme très intense, et que sur Europe, on observe toute cette activité en surface, c'est possible qu'on ait également de la production de chaleur plus en profondeur dans Europe, qui sera en mesure de faire une fusion des roches, et donc de créer de l'activité volcanique, cette fois-ci pas directement à la surface, mais sous cette couche de glace. Donc il faut imaginer qu'Europe, c'est comme une grosse boule de glace, sur laquelle on a une coquille de glace qui fait 10-30 km, on estime, un océan qui est estimé à peu près à 100 km de profondeur, donc beaucoup plus profond que l'océan terrestre. Et à la base de l'océan, là ça reste encore des spéculations, on imagine que si on a une source de chaleur suffisante, on pourra avoir de l'activité volcanique. Et si on a de l'activité volcanique, on pourra avoir des systèmes hydrothermaux qui seraient finalement assez analogues aux systèmes hydrothermaux qu'on peut observer sur Terre au fond des océans, notamment dans les rides médio-océaniques. On a cette forte activité volcanique, on a toujours des systèmes hydrothermaux. Et sur Terre, on sait que tous ces systèmes hydrothermaux, ce sont des oasis de vie.
Ça ne veut pas dire qu'il y a de la vie sur Europe, mais en tout cas, le fait qu'on a potentiellement de l'eau liquide en contact avec ces sources d'énergie, ça entraîne un fort potentiel pour Europe, et c'est ce qu'on va essayer d'explorer dans les années qui viennent. Donc ça, c'était pour Europe. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous ai déjà montré des toutes premières images de Voyager 79, qui nous suggérait déjà qu'il y avait un océan, et le fait qu'on a eu la confirmation 20 ans plus tard qu'effectivement il y a bien un océan sur Europe, bref, tout le monde était content. Mais ce qu'on s'y attendait moins, c'est que finalement, la mission Galileo nous a montré que ce n'est pas seulement Europe qui aura un océan en profondeur, mais même les autres lunes, Ganymède et Callisto, sur lesquelles on a un peu moins d'activité en surface, on a également observé qu'il y avait des océans en profondeur. Donc cette fois aussi encore, on a utilisé cette fameuse technique d'induction magnétique pour essayer de sonder l'intérieur, et on s'est rendu compte que même un objet comme Callisto, alors je vais vous montrer des images de Callisto après, vous verrez, Callisto est un objet qui a l'air complètement inactif, et même cet objet-là a de l'eau liquide. Donc finalement, ces découvertes nous ont révélé que même si on est très loin du Soleil, à partir du moment qu'on a suffisamment de sources d'énergie interne, on peut maintenir un océan d'eau liquide. Jusqu'à maintenant, on cherchait des océans d'eau liquide à la surface des planètes. Sur Terre, on sait qu'on a les bonnes conditions, donc on peut avoir de l'eau liquide en surface. On va sur Mars, on n'a pas les bonnes conditions, on n'a pas d'eau liquide en surface. Sur ces objets-là, on n'a pas les bonnes conditions en surface, mais ça n'empêche pas qu'en profondeur, on peut avoir les bonnes conditions. Dans le cas de Ganymède et Callisto, il y a quand même une grosse différence. C'est que Ganymède et Callisto, ce sont des objets beaucoup plus gros. Et comme ils sont beaucoup plus gros, ils ont une tranche d'eau beaucoup plus épaisse. Et ça a une conséquence, c'est que l'eau... Alors, vous avez tous remarqué que quand on cristallise de l'eau, l'eau fait une glace qui est moins dense que l'eau liquide. Donc, c'est comme ça que vous mettez vos glaçons dans vos verres, ils flottent à la surface, les icebergs flottent à la surface. Et ça, c'est un comportement atypique. Il n'y a quasiment aucun matériau qui a ce comportement-là. Quand on cristallise un liquide, généralement, il est plus dense que sa phase liquide. L'eau a la particularité que quand on la cristallise, elle est moins dense. Et c'est parce qu'elle est moins dense que la glace va flotter au-dessus de l'océan, et c'est comme ça qu'on peut fabriquer une croûte et maintenir une couche d'eau liquide en profondeur stable. Par contre, l'eau liquide, quand on la met sous pression, donc si on augmente la pression, au bout d'un moment, elle retrouve un comportement normal, c'est-à-dire que quand on la cristallise, elle devient plus dense. Et c'est ce qui se passe au fond des océans de Ganymède et de Callisto. C'est pour ça que vous avez ces océans sur Ganymède et Callisto qui, à la différence du cas d'Europe, ne sont pas directement en contact avec la partie rocheuse. Donc ils sont piégés entre deux couches de glace. Donc ça, c'est un potentiel, on va dire, exobiologique moins intéressant parce qu'on sait qu'on n'aura pas d'eau liquide chaude qui va directement circuler dans l'océan, alors que dans le cas d'Europe, on va avoir directement des nutriments qui peuvent être entraînés par ces circulations d'eau chaude dans la croûte d'Europe qui peut être injectée dans l'océan et justement qui entraîne un plus fort potentiel exobiologique. Donc sur Ganymède, je ne vais pas montrer toutes les images, mais on a pu également faire des images de la surface, on a pu détailler, voir qu'on a aussi des structures tectoniques un peu comme sur Europe, mais un peu plus anciennes. Vous voyez qu'on a un peu un mélange entre des structures comme sur Europe, mais en même temps des cratères, donc c'est plutôt un âge intermédiaire dans le cas de Ganymède. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, une particularité de Ganymède, c'est qu'il y a également un océan en profondeur. Donc ça, on ne s'y attendait pas à avoir cet océan en profondeur. Et également, on a pu détecter cette fois-ci pas directement un changement du champ magnétique de Jupiter, mais on a détecté que Ganymède créait son propre champ magnétique. Donc c'est la première fois qu'on trouvait un objet, une lune, qui créait son propre champ magnétique, comme le champ magnétique qu'on a sur Terre. Sur Terre en profondeur, on a justement un champ magnétique qui est créé. Donc on s'attend à ce que dans l'intérieur de Ganymède, on pourrait avoir, même si on n'a pas directement des contacts entre cet océan et cette partie rocheuse, on pourrait potentiellement avoir des échanges de matière. Donc ça rend quand même Ganymède assez intéressant. Pas aussi intéressant pour cette question de recherche de potentielle vie extraterrestre, mais pour comprendre comment un objet planétaire peut évoluer, ça reste un objet tout à fait unique. Et probablement, à partir des exoplanètes, c'est-à-dire les planètes qu'on découvre autour d'autres étoiles, on se rend compte que beaucoup d'exoplanètes auraient une grande quantité d'eau. La Terre est assez unique de ce point de vue-là. Elle a très peu d'eau. C'est pareil, anormal. Alors que Ganymède, c'est un objet qui a beaucoup d'eau et ça serait potentiellement un meilleur représentant des corps planétaires qu'on a autour des autres étoiles. Donc Callisto, juste pour terminer sur Callisto. Vous voyez, sur Callisto, là, quand on observe Callisto, on voit que c'est un objet très très ancien, plein de cratères.
Il ne s'est pas passé grand-chose sur Callisto, donc souvent on se dit, bon, c'est pas très intéressant d'aller étudier Callisto. Bah, finalement, c'est peut-être l'objet, alors pas le plus intéressant, mais l'avantage de Callisto, c'est que lui, il est très vieux, ça veut dire qu'il a enregistré ce qui s'est passé pendant 4 milliards d'années d'histoire du système solaire. Et on sait que la formation de Jupiter, donc là vous avez une animation, vous imaginez, c'est le Soleil au milieu, vous avez Jupiter, quand Jupiter s'est formé, ça a déterminé tout le reste de l'histoire du système solaire. Au moment où Jupiter s'est formé, donc là c'est une simulation, c'est une représentation de ce qui s'est passé au moment où Jupiter s'est formé, la Terre n'existait pas encore. Elle s'est formée plus proche du Soleil, et elle s'est formée beaucoup plus tard. Elle s'est formée 100 millions d'années après. Et c'est la formation de Jupiter qui a déterminé tout ce qui s'est passé après. La composition des météorites, la manière avec laquelle la ceinture d'astéroïdes est formée, le fait que Mars soit plus petit que la Terre, tout ça c'est Jupiter. Jupiter a déterminé tout ce qui s'est passé par la suite. Sauf que Jupiter, encore une fois, elle a perdu ce qui s'est passé il y a 4 milliards d'années. On ne sait pas, parce que c'est un objet gazeux, actif. Callisto s'est formé au moment où Jupiter s'est formé. Et donc lui, c'est notre archive du système solaire. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant, on va pouvoir aller l'explorer pour essayer d'aller justement essayer de gratter un petit peu des informations pour essayer de remonter ce qui s'est passé il y a 4,5 milliards d'années, quand le système solaire s'est formé, et ce qui a conduit ensuite à la formation du système interne, c'est-à-dire de la Terre, de Mars, de Vénus et de Mercure. Donc dans le système de Jupiter, on a justement l'unique opportunité d'aller étudier différents moments de l'histoire du système solaire et différents types de processus. En allant étudier en Europe, on est en train d'observer un objet qui est extrêmement actif maintenant, qui a un très fort potentiel pour avoir potentiellement été capable d'abriter peut-être des micro-organismes au cours de son histoire, peut-être pas, mais en tout cas, s'il y a bien un objet qui l'aurait fait en dehors de la Terre dans le système solaire, ça pourrait être Europe. Ganymède et Callisto, c'est des objets beaucoup plus anciens, mais eux, ils ont gardé une sorte d'archive de ce qui s'est passé dans le système de Jupiter, qui est un peu le système qui a contrôlé l'intégralité du système solaire. Donc ça, c'est très intéressant d'aller observer justement ces différents objets. Et c'est ce qu'on prévoit de faire maintenant dans les années qui viennent. Donc c'est ce que je vais juste aborder dans la fin, les 10 dernières minutes. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour aller explorer le système de Jupiter? Donc là, c'est juste pour vous rappeler les différentes échéances. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai parlé découverte du système de Jupiter. 1610, Galilée, pardon. Après, dans les années 70, premier survol. Alors, je ne vous ai pas parlé, je vous ai dit Voyager, parce que c'était la mission qui nous avait donné des premières images détaillées. Mais en réalité, il y a eu quelques petites sondes qui ont été vers le système extérieur, qui ont eu des premières informations, mais qui ne nous ont pas donné des informations. Donc, c'était pionnier. Je ne les ai pas tous mis. Et puis, vous voyez qu'en quasiment parallèle du début de l'exploration spatiale, on a commencé à explorer nos propres océans. Les systèmes hydrothermaux actifs dans les fonds des océans, c'est qu'à partir des années 80 qu'on a commencé à les explorer sur Terre et avoir des premières informations et se rendre compte que potentiellement ces systèmes hydroactifs qui sont très intéressants déjà, hydrothermaux qui sont très intéressants à l'heure actuelle et qui peuvent être des oasis de vie, ça pourrait être potentiellement même les berceaux de la vie originale. Quand il y avait, alors c'était pas ceux-là parce qu'ils n'existaient pas, mais des anciens systèmes hydrothermaux auraient pu être à l'origine de la vie sur Terre. Et le fait qu'on puisse avoir ce même type de système à l'heure actuelle dans d'autres corps du système solaire, ça nous donne d'autres possibilités d'exploration et essayer de comprendre comment la vie a pu émerger justement sur Terre et potentiellement d'autres corps du système solaire. Donc 1995, première exploration détaillée, donc c'est ce qu'on a envoyé, les sondes pour aller étudier les systèmes de Jupiter et puis de Saturne. Je ne vous ai pas parlé de Saturne parce que je suis resté sur Jupiter. À partir des années 2000, on a commencé à découvrir les premières planètes autour d'autres étoiles. Donc aussi, ça nous permet d'avoir une meilleure compréhension de la diversité planétaire. Et puis là, on entre dans une nouvelle phase, qui est la phase de caractérisation. Et c'est les 2 sondes dont je vais vous parler maintenant, qui sont déjà en trajet vers Jupiter et qui vont aller justement maintenant aller caractériser le système de Jupiter de manière le plus détaillée possible pour essayer de déterminer quelle est la nature de ces objets et de quoi sont composées vraiment ces lunes de Jupiter et Saturne. Donc ça, c'est la fameuse nouvelle Odyssée. Donc c'est juste, je vais passer très rapidement, c'est pour vous montrer que quand on fait des missions spatiales, c'est pas un long fleuve tranquille. Il faut un certain temps. Donc en 2002, moi j'étais en thèse, je travaillais sur
l'analyse des données de la mission Galileo. À l'époque, tous les scientifiques qui travaillaient sur Galileo essayaient de convaincre la NASA qu'il fallait retourner vers Jupiter. Et ils avaient déjà proposé un projet très ambitieux qui s'appelle le Europa Orbiter et qui a été abandonné en 2002. Après, ils avaient prévu de faire un Europa Lander et, dans le futur, envoyer un Europa Cryobot qui allait creuser dans la glace, aller dans les océans. Ça arrivera peut-être un jour, mais c'est pas tout de suite. Donc vous voyez, juste pour vous montrer, donc, dans les années 2000, on avait déjà un premier projet ambitieux qui a été abandonné. Ensuite, la NASA, les collègues de la NASA ont décidé d'envoyer un projet encore plus ambitieux qui était JIMO, donc qui est envoyé en haut. Donc c'était un Jupiter Icy Moon Orbiter qui utilisait une propulsion nucléaire, un peu comme dans 2001 Odyssée de l'espace, mais là sans humains à bord, pour aller se mettre en orbite autour de chacune des lunes, les unes après les autres, et pour faire une exploration très détaillée de l'ensemble du système de Jupiter. Et ça a été abandonné en 2005. Quelques années plus tard, on a pu proposer à la fois du côté européen, du côté américain, 2 projets de mission, dans lesquels moi et d'autres collègues on a pu participer. Donc c'était une mission qui s'appelait un Europa Orbiter Project et un autre qui c'était le Jupiter Ganymede Orbiter. Tous les 2 abandonnés en 2011, mais heureusement, ils ont ressuscité indépendamment. Donc c'est-à-dire que la NASA et l'ESA ont décidé de faire 2 projets en parallèle, mais plus en partenariat. C'est pour ça que c'était le partenariat qui rendait les choses un peu plus compliquées. Et finalement, en 2012, l'Agence spatiale européenne décide d'envoyer son premier engin vers Jupiter. Et la mission et la NASA décident d'envoyer son 3e engin vers Jupiter, qui est Europa Clipper. Donc après Galileo, même 4e, après Voyager, Galileo, Juno. Maintenant, ils envoient une mission qui s'appelle Europa Clipper. Et comme son nom l'indique, son objectif, c'est d'aller étudier Europa. Et juste pour l'anecdote, Clipper, c'était le nom d'un des navires de Darwin. Donc leur but affiché, c'est d'aller rechercher des traces de vie sur Europe, même si Europa Clipper ne va pas le découvrir, mais il va nous tracer la route pour potentiellement le découvrir dans le futur. Donc ces 2 missions ont été sélectionnées quasiment en même temps et elles ont été développées à peu près en parallèle. Donc ici, vous avez les 2 engins qui sont en cours de développement, qui étaient en cours de développement. Donc à gauche, la mission européenne, JUICE, donc Jupiter Icy Moon Explorer, qui a été construit par Airbus. Et puis à droite, la mission Europa Clipper, qui a été construite par le Jet Propulsion Laboratory aux États-Unis. Et donc toutes les 2 ont été construites en parallèle. Il y a différents instruments qui sont soit dans JUICE, soit dans Clipper. Et puis toutes les 2 ont été envoyées dans l'espace. Donc elles sont actuellement en train de tourner autour de nous, là, pas très très loin. Elles ne sont pas encore en trajet vers Jupiter, elles sont encore en train de faire des tours autour du système du Soleil. Donc JUICE a été envoyé depuis Kourou le 14 avril 2023. Donc c'était l'avant-dernier lancement de Ariane 5 et on avait un peu chaud aux fesses parce que si on ratait le lancement, Ariane arrêtait Ariane 5, donc on ne pouvait plus envoyer JUICE dans l'espace. Donc heureusement, ça a pu partir le 14 avril 2023 et elle est actuellement en route vers Jupiter. Et puis 1 an plus tard, la NASA a envoyé sa mission Clipper, donc Europa Clipper, qui est partie le 14 octobre 2024. Donc j'ai pu voir le lancement. Il a fallu survivre à l'ouragan, je ne sais plus comment il s'appelait, l'ouragan qui était... Bref, on a eu un ouragan, j'ai oublié le nom c'est pas Sandy, non, c'est un autre nom. Et donc qui a retardé de 4 jours le lancement, mais heureusement, tout s'est bien passé. On a pu quand même décoller le 14 octobre 2024. Donc ça, c'est juste une petite illustration pour vous montrer le déploiement de JUICE dans l'espace. Alors, il n'y avait personne pour filmer ça, c'est une reconstitution. À bord de JUICE, on a quelques petites caméras qui nous permettent de vérifier que le système se déploie bien, mais on ne peut pas faire des films comme ça. Donc ça, c'est une reconstitution faite par des collègues de Vers to Planet qui sont à Nantes, qui travaillent avec nous et qui ont développé cette animation pour vous montrer comment on déploie les différents instruments. Donc une fois qu'elle est envoyée dans l'espace, on a déployé les panneaux solaires. Donc je ne sais pas quelle distance fait l'amphithéâtre, mais les panneaux solaires font 33 mètres une fois déployés, donc je pense que ça doit prendre une bonne partie de l'amphithéâtre, juste pour vous donner un ordre de grandeur. Et puis, donc elle est partie en 2024, et elle arrivera qu'en 2031, autour de Jupiter. Bon, d'où le titre de ma conférence 2031. Alors, qu'est-ce qu'on va faire une fois autour de Jupiter? Donc là, juste pour vous rappeler le trajet. Le trajet, c'est pas très simple non plus. On pourrait se dire, bah, on a juste à prendre une fusée, on tire vers Jupiter, et puis c'est bon. Mais en fait, non, c'est pas si simple. Si on veut aller vers Jupiter, soit on a une très grosse fusée, et on tire direct vers Jupiter, mais on n'a pas ça.
on a Ariane 5. Donc comme on a Ariane 5 et qu'on va envoyer 6 tonnes dans l'espace, eh ben on trouve un moyen d'optimiser on va dire le trajet pour utiliser les autres planètes pour gagner de la vitesse et au final arriver vers Jupiter. Donc c'est ce que fait actuellement JUICE. Alors on ne voit peut-être pas très bien sur ce diagramme, mais elle est partie en 2024. Elle a survolé la Terre en août 2024, donc le 14 avril, elle est partie. En août 2024, elle a fait un premier survol de la Terre, Terre-Lune. Elle va refaire un survol au mois d'août 2026. Donc vous êtes patient, vous attendez, vous regarderez, on le verra passer. Donc elle passe loin, mais on peut la voir. En tout cas, on va communiquer avec elle. Et puis en janvier 2029, elle fera encore un survol de la Terre, un dernier, et cette fois-ci, elle partira direct vers Jupiter. Donc dans son dernier trajet, qui correspond à, vous voyez, le 17 janvier 2029, eh ben, elle partira directement vers Jupiter, et là, elle mettra plus que 2 ans pour arriver vers Jupiter. Si on avait une énorme fusée, si Ariane était capable de nous faire une Ariane 8, par exemple, très puissante, ben, on aurait pu faire ça directement. Mais c'est pas le cas. Dans le cas de Clipper, ils ont utilisé un lanceur un peu plus puissant, qui est la fusée Space Falcon Heavy. Donc eux, ils font juste un tour du Soleil. Et hop, et après ils partent. Donc ils mettent un peu moins longtemps, ils vont mettre 5 ans à arriver vers Jupiter et pas 8 ans. Donc les 2 sondes vont arriver vers Jupiter. Donc là, vous voyez par exemple, ça c'est une vraie image. Tout à l'heure, je vous ai mis une reconstitution. C'est une vraie image prise par une des petites caméras de contrôle qui est sur JUICE et qui a été réalisée lors du survol du 19 août 2024, quand elle est passée près de la Lune. On voit qu'on voit la Lune, on voit un bout de l'antenne, donc tout a l'air de fonctionner. Bon, on a fait d'autres tests, on n'utilise pas juste cette petite caméra, mais c'est juste ce qui vous permet de voir que ça avait fonctionné. Et puis là, pareil, on est passé au-dessus de la Terre, donc on a pu faire une petite animation. Donc ça, c'est pour JUICE. Et puis en parallèle, je vous ai parlé de Clipper. Donc Clipper va également en route vers les lunes de Jupiter, vers le système de Jupiter. Et elle va arriver en avril 2030, avec pour objectif d'aller faire une enquête très précise sur la composition de la surface, déterminer à quelle profondeur se trouve l'océan d'Europe, et potentiellement trouver des zones actives où on pourrait avoir du matériau frais qui est émis à la surface, ce qui nous permettrait d'identifier une zone pour aller potentiellement se poser dans le futur. Et même s'il y a des éruptions en direct, peut-être passer directement dans les panaches et collecter directement des grains de glace qui viennent de l'intérieur d'Europe. Donc peut-être que si tout se passe bien, que c'est actif et qu'il y a des grains de glace et que dans les grains de glace on trouve des micro-organismes, peut-être qu'on trouvera la vie. Mais normalement, je suis pas sûr qu'on va le trouver. Mais par contre, on peut identifier la zone où il faudrait se poser pour pouvoir répondre à cette question dans le futur. Donc c'est ce qu'on va faire ces 2 missions. Donc on va avoir l'opportunité d'avoir 2 missions majeures en travaillant simultanément dans le système de Jupiter. Donc il y a des coordinations qui se font actuellement entre les 2 projets, le projet européen, le projet américain. Et il y a des scientifiques dans chacune des équipes. Moi, j'ai eu la chance d'être dans le projet américain, dans le projet européen, et de participer justement aux différents échanges. Il y a différents types de collègues comme ça, et on essaye de maintenir un maximum d'interaction entre les deux projets pour optimiser le retour scientifique. Donc là, vous avez le balai, on va dire, de JUICE et Clipper autour de Jupiter. Donc en bleu, c'est Clipper, en rouge, c'est JUICE, et vous voyez, ils ont chacun leurs différentes configurations. Vous imaginez ici, Jupiter est au milieu, et après les lunes, c'est un peu difficile de voir où elles sont, mais elles sont quelque part là-dedans, et le tour a été optimisé pour faire le maximum de survol de ces différentes lunes. Donc si on fait une petite comparaison pour chacune des lunes, donc ici, là, vous avez la même représentation, mais vue du dessus. Donc JUICE va faire plusieurs survols de Callisto, 2 survols d'Europe uniquement, et 8 survols de Ganymède, alors que Clipper, comme son nom l'indique, elle s'appelle Europa Clipper, elle va se focaliser sur la Lune Europe, et elle va faire 53 survols de la Lune Europe. Et puis, de temps en temps, elle va passer autour de Callisto et de Ganymède. Donc on pourrait se dire, JUICE, c'est pas terrible, elle fait pas beaucoup de survols. Mais la particularité de JUICE, c'est que JUICE ne va pas juste faire des survols des lunes, c'est qu'elle va se mettre en orbite autour de la Lune Ganymède. Donc c'est la Lune, cette image-là que vous voyez ici. Donc vous voyez Ganymède, donc en 2034. Donc pendant 3 ans, on va être en orbite autour de Jupiter. Et en 2034, c'est une nouvelle mission qui va commencer, où là, on va se mettre en orbite autour de Ganymède, et on va se focaliser sur l'étude de Ganymède. Alors, vous pourrez me dire, pourquoi on ne fait pas Europe ? Parce qu'Europe est proche de Jupiter, ce qui fait qu'il y a beaucoup de radiation, et si on se mettait autour d'Europe, en gros, en même pas une semaine, on grillerait tout l'électronique à bord. Donc c'est un gros problème si on va l'étudier Europe. Il y a peut-être de la vie dessus, mais si nous on grille notre électronique. Donc on ne peut pas aller vraiment à côté très, très longtemps.
Donc c'est la stratégie qu'a choisie la NASA, c'est la NASA va juste faire des survols très rapides d'Europe et s'éloigner le plus vite possible des zones de radiation pour pouvoir se mettre sur une orbite où il y a le minimum de radiation. Mais même dans ce cadre-là, elle est obligée de mettre un blindage très intense, très important, et ce qu'on n'a pas pu faire sur la sonde JUICE. Donc la sonde JUICE va être un petit peu plus loin et va se focaliser sur la Lune Ganymède. Donc c'est justement ce qui va se passer en 2034. Donc si vous êtes patient, 3 ans après, on va se mettre en orbite. Ah, ça ne marche pas la petite animation. Bon, je ne sais pas pourquoi. Il veut pas. Ah, ça y est. Ça n'a pas marché. Là, ça doit marcher maintenant. Donc là, vous devez voir normalement. Bon, je ne sais pas pourquoi on ne voit pas l'animation. Ah, ça y est, ça vient. Donc ça, c'est la mise en orbite. Donc en décembre 2034, hop, on va se mettre autour, on va se rapprocher de Ganymède. Et après, on va freiner avec le carburant qui est à bord de la sonde JUICE pour pouvoir circulariser l'orbite et se mettre le plus proche possible de Ganymède. On va faire une première campagne à haute altitude, donc à 5000 km. On va tourner comme ça pendant 3-4 mois et on va prendre le maximum d'images de la surface pour essayer de comprendre au mieux ce qu'il y a à la surface de Ganymède. Et puis ensuite, on va descendre. Ici, vous avez une représentation. Alors peut-être que ça bouge, mais on va avoir JUICE qui se balade dessus. Oui, ça bouge. Non, il bouge pas, je sais pas pourquoi. En tout cas, JUICE va se mettre à 500 km et là, on va continuer pendant 3 mois. Et on va faire des mesures géophysiques, on va déterminer la topographie, le champ magnétique, tout de manière très précise. Et puis au bout de 3 mois, on va descendre à 200 km et on va continuer. Et après, on va descendre à 100 km et jusqu'à ce qu'on soit de plus en plus proche. Et à un moment donné, on va s'écraser sur Ganymède parce qu'on n'a pas moyen de repartir de l'attraction de Ganymède. Ah voilà, maintenant ça bouge. Excusez-moi, il fallait que j'appuie une deuxième fois. Donc c'est juste pour vous montrer une animation en rapide du type de cartographie qu'on va pouvoir réaliser. Donc, qu'est-ce qu'on va faire comme mesure, juste pour terminer? On va utiliser différents types d'instruments. Il faut garder en tête que quand on envoie un engin spatial, c'est pas juste pour s'amuser et faire le tour des planètes. Ce qu'on veut, en tant que scientifique, c'est de faire des mesures scientifiques. Donc, on envoie des engins équipés de différents types d'instruments. Et tout, on va dire, le système à bord, il est prévu pour optimiser le retour scientifique. Donc si on a des panneaux solaires, c'est pour faire fonctionner tous les engins qu'on a à bord. C'est pas juste pour décorer, pour que ça soit beau. Donc c'est juste pour déjà faire survivre l'engin et en plus avoir la puissance pour les différents types d'instruments. Donc là, vous avez l'ensemble des instruments. Donc on a typiquement 3 grandes catégories. Donc on a ce qu'on appelle les instruments in situ. Donc ça permet de faire des mesures directement de plasma. Donc par exemple, on mesure les ions, le champ magnétique ou les molécules de gaz qui peuvent provenir de l'intérieur d'une lune. Donc ça, c'est ce qu'on appelle in situ. Après, il y a un instrument d'imagerie où là, on va faire de l'imagerie à distance. Donc on va regarder en visible pour faire des images à haute résolution, en infrarouge pour regarder la composition de la surface et puis les émissions thermiques, et puis en UV et en submillimétrique. Donc on utilise tout le spectre des longueurs d'onde pour essayer de sonder au mieux les propriétés qu'il y a à la surface. Et puis on a les instruments de géophysique qui, eux, vont essayer de nous donner des informations sur ce qu'il y a en profondeur. Donc on mesure le champ de gravité, le champ magnétique, et on fait du sondage radar aussi, donc on envoie des ondes radar, on essaye de voir les structures à l'intérieur et potentiellement détecter l'interface avec l'océan dans le cas d'Europe. Donc avec ce type, en combinant tout ça, un des objectifs, c'est de remonter à la composition et la profondeur des océans qu'il y a sur Ganymède. Et puis on va essayer de déterminer toute la composition. Donc là, on va regarder, là c'est juste une illustration des différentes campagnes d'acquisition qui vont être réalisées. On a déjà déterminé des zones d'intérêt particuliers qui ont été déterminées par l'équipe. Et là, on va regarder, on va se focaliser dans ces zones et essayer de faire des images de plus en plus détaillées pour essayer de comprendre quelle est l'histoire géologique de cette planète, quels sont les matériaux qui ont pu être déposés à la surface, qu'est-ce qu'on peut en déduire sur la composition de la croûte et indirectement sur la composition de l'océan de Ganymède, et puis comprendre les processus d'échange avec la surface. Donc ça, c'est pour la partie JUICE. Et puis sur Clipper, vous verrez, je ne vais pas redire la même chose, mais c'est le même type de raisonnement. On va utiliser une combinaison d'instruments différents pour faire des mesures in situ, des mesures à distance avec des caméras et des spectromètres, et puis des mesures géophysiques pour essayer de sonder l'intérieur. Et là, encore une fois, en gardant en tête qu'on veut essayer de mieux comprendre l'histoire géologique. Et dans le cas d'Europe, un point très particulier, c'est qu'on veut également anticiper la prochaine étape, c'est-à-dire d'aller se poser à la surface. Donc il y a tout un enjeu de reconnaissance du meilleur site d'atterrissage pour le futur. Il n'y a pas encore de projet qui est, on va dire, décidé,
Mais il est quasiment certain qu'après cette campagne d'exploration détaillée d'Europe, on trouvera des choses intéressantes à la surface d'Europe. Ce serait étonnant qu'on trouve qu'il ne se passe rien en fait sur Europe. Et donc le but, c'est d'essayer de trouver la zone où il y aurait, par exemple, des matériaux qui proviendraient de l'océan, des concentrations en sel élevées, des concentrations en organique élevées, qui nous permettraient de cibler l'endroit où on irait se poser dans le futur. Donc c'est des idées que la NASA est déjà en train de développer. Il y a déjà un projet d'étude, donc notamment ce concept d'étude qui s'appelle le Europa Lander. Donc on n'est pas encore prêt d'aller creuser, de rentrer dans l'océan, mais par contre on est déjà prêt à aller envoyer un engin qui va se poser à la surface et qui va gratter au moins les premiers dizaines de centimètres pour essayer de trouver des informations précises sur la composition chimique. Et parmi les différents indices chimiques qu'on cherche, c'est ce qu'on appelle des biosignatures. C'est qu'on va essayer de trouver des indices, par exemple des rapports isotopiques ou des compositions moléculaires, des composés moléculaires qui nous indiquent que ça a dû être produit par une activité biologique. Donc ça reste encore le futur, mais d'ici 2031, vous verrez qu'il y aura quand même... L'histoire va continuer. Dès qu'on sera en orbite autour de Jupiter, on va commencer à collecter des informations et on va pouvoir continuer à mener notre enquête sur justement ces fameuses lunes de Jupiter. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc il y a un temps pour des questions. Merci pour cette présentation. Juste pour savoir, les différentes sondes, comment elles passent la ceinture d'astéroïdes? Alors, la ceinture d'astéroïdes, c'est surtout une grande région de vide. Donc la probabilité qu'on rentre en collision avec un objet de la ceinture d'astéroïdes, donc quand on la représente, souvent on met plein de petits corps, mais en fait, la distance entre les corps elle est très très élevée. Donc la probabilité d'impact est très faible. Elle est, on va dire, aussi faible que la probabilité d'impact qu'il y a un astéroïde qui cogne la Terre. Donc on va se dire, bon, donc ça arrive une fois tous les quelques millions d'années, on a un gros astéroïde qui cogne sur la Terre, mais la probabilité que quand on traverse avec une sonde, on rentre en collision avec un objet de la ceinture d'astéroïdes, elle est très faible. Le plus gros danger, c'est le survol de la Terre. Donc c'était un des grands dangers lors du survol du 2024, en août 2024, c'est qu'on a tellement de débris humains, on va dire, autour de la Terre, d'origine humaine autour de la Terre, que c'était le principal risque pour la sonde JUICE, c'était de rentrer en collision avec un débris, un reste de satellite qu'il y a autour de la Terre, alors qu'on passait à 7000 km de la Terre. Donc vous imaginez si on faisait un survol à 1000 km de la Terre, on ne le ferait pas parce qu'on prendrait un trop gros risque. Donc finalement, il y a plus de risques de survoler la Terre que de survoler la ceinture d'astéroïdes. Merci beaucoup pour la conférence. J'avais deux questions. Une petite question juste technique. Vous avez parlé du côté marée. C'était quoi le rythme des marées sur Europa? Est-ce qu'on s'élève de 60 mètres, mais à quelle fréquence? Et une deuxième question, plus sur les interactions que vous avez, qu'ont ces deux missions entre elles, à quel point l'Agence spatiale européenne et la NASA coopèrent. Vous avez évoqué que vous aviez travaillé sur les deux projets, mais c'est pour savoir comment ça se passe entre nos deux continents. Alors, pour ce qui concerne les marées, on les connaît très précisément parce qu'on connaît l'orbite. Donc, on les connaît depuis Galilée. Depuis que Galilée a observé les lunes de Jupiter, et il a vu l'orbite de Jupiter. Alors lui, il n'a peut-être pas compris qu'il y avait des marées de même ordre, mais rapidement, on a compris que c'est la particularité des lunes par rapport à la Terre. Sur Terre, la marée est déterminée par la vitesse de rotation de la Terre, modulo le fait qu'on a une lune qui tourne à une certaine... Donc c'est pour ça que c'est tous les 12 heures et je sais plus combien, 40 minutes sur Terre, la marée. Quand on est par exemple, si on est sur la Lune, la marée sur la Lune, c'est 28 jours. C'est la vitesse de révolution, de rotation et de révolution de la Lune qui sont la même, parce que la Lune est bloquée. Donc c'est ce qu'on dit en résonance spin-orbite, c'est-à-dire qu'elle monte toujours la même face. Donc toutes les lunes de Jupiter, elles montent toujours la même face à Jupiter. Donc leur fréquence de marée, c'est la marée qui est liée à leur orbite. Donc on a une marée qui faut, pour le cas de Io, c'est 1,77 jours.
Pour Europe, c'est 3,15 jours, 3,55 jours. Et pour Ganymède, 7,1 jours. Alors pourquoi j'insiste sur les valeurs? C'est parce que la particularité du système de Jupiter, que je n'ai pas mentionné parce qu'il y avait trop de choses à dire, c'est que les lunes sont en résonance. C'est-à-dire que quand quand Ganymède fait un tour autour de Jupiter, Europe en fait 2 et Io 4. Et c'est cet effet de résonance qu'on appelle la résonance de Laplace qui permet d'exciter les orbites et que s'excitent mutuellement, ce qui permet de maintenir les orbites sur une orbite légèrement elliptique. Et c'est ça qui explique pourquoi les marées sont aussi intenses dans le cas des lunes de Jupiter. Donc ça, c'est un premier élément. Et une dernière chose sur les marées, j'ai pas le temps non plus de le mentionner, c'est que finalement, c'est une des plus grandes prédictions, on va dire, dans l'histoire de la planétologie, c'est la prédiction de l'activité de Io. Je vous ai montré les belles images de Io, on voit des volcanismes. En fait, 3 semaines avant le survol de Voyager, il y a un scientifique américain, Stan Peale, qui a prédit, en calculant les marées attendues sur Io, il a calculé l'énergie qui doit être associée aux marées, il a dit, vu la quantité d'énergie, l'intérieur de Io doit fondre, et donc on doit avoir du volcanisme sur Io. Et 3 semaines après, Voyager a survolé et a pris les images de volcans sur Io. Donc ça, c'était une prédiction quand même assez magique. Alors que son modèle était un peu faux, mais bon, c'était quand même une bonne prédiction. Et pour donc le deuxième élément sur la coopération entre la NASA et l'ESA, donc au début, ça devait être un projet vraiment commun. C'est pour ça que je vous ai montré, ça a été assez compliqué, parce que c'est toujours compliqué de se coordonner entre les agences. Donc finalement, c'est chacune des agences qui vont indépendamment, mais il y a des scientifiques dans chacune des groupes. Et maintenant, formellement, on a un comité qui s'appelle le JUICE Clipper Steering Committee, où il y a 6 scientifiques du côté européen, 6 scientifiques du côté américain, et qui envoient des recommandations pour des observations conjointes. Et puis après, dans chacune des équipes, on a des instruments. Par exemple, sur JUICE, il y a un instrument qui est américain, et sur Clipper, il y a aucun instrument européen, mais il y a des collaborateurs européens. Oui, mais là. Oui, j'ai du mal à comprendre le phénomène des marées sur la Lune. Sur la Terre, c'est facile à comprendre. Quand la Lune passe au-dessus de nous, elle attire. Et puis quand elle s'en va, on n'attire plus. Mais pour la Lune, comment ça se passe? Puisqu'elle montre toujours la même face, donc elle est toujours attirée des mêmes côtés. Alors c'est une bonne question. C'est qu'en fait, les marées, c'est pas la force, c'est pas le fait que souvent on a l'impression que ça tire plus d'un côté. Donc c'est pour ça qu'il y a des marées. En fait, le phénomène des marées, c'est un différentiel de force gravitationnelle. Donc quand on est d'un côté, on tire plus d'un côté, on tire moins de l'autre, et quand on regarde ce que ça fait un étirement comme ça. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a une marée des deux côtés. Donc une autre manière de le représenter également, c'est de considérer que c'est la force gravitationnelle moins la force moyenne, la force gravitationnelle moyenne qui s'applique au centre de la planète. Et quand on fait ça, on se rend compte que ça crée un effet comme ça. Mais bon, il faudrait que je vous fasse un petit schéma pour vous l'expliquer. Mais c'est pour ça qu'il y a 2 marées. Et les marées, en fait, c'est un phénomène, ça existe toujours. Donc, dès qu'il y a 2 corps dans l'espace qui s'attirent, ils se créent des marées mutuellement. Donc, sur Terre, c'est la Terre et le Soleil, c'est la Terre et la Lune. Jupiter c'est Jupiter et puis par exemple Io. Après, une particularité des marées, c'est que nous, ce qu'on voit, c'est que la partie qui bouge. Donc quand on est autour de Jupiter, en permanence, les lunes elles sont déformées par la marée créée par cet effet-là. Donc la déformation de marée globale, elle est par exemple là je vous ai parlé de déflexions qui sont de l'ordre de 50 mètres, mais en réalité c'est 1 km. Donc en permanence, Europe est déformée comme ballon de rugby, à peu près 1 km dans la direction de Jupiter. Et après, c'est parce qu'elle tourne autour de Jupiter, mais pas avec une orbite circulaire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas toujours à la même distance, et ça crée des toutes petites perturbations, mais ces petites perturbations, elles créent 50 mètres de marée, donc ça fait beaucoup de marée. Or que nous, la Terre, on est très loin du Soleil, donc c'est une toute petite... Nous, les 50 cm, c'est juste ces 50 cm tout le temps. Et ça varie un peu parce qu'on tourne, mais c'est tout petit par rapport aux kilomètres qu'il y a sur Europe ou Io. Bonjour. Quel est le pourcentage de chances de trouver de la vie sur Europa ?
Je ne ferai pas de pari. Je pense que je serai plus actif quand ce sera les jeunes comme vous qui trouveront peut-être ou démontreront qu'il n'y a pas de vie sur Europe. Alors, démontrer qu'il n'y a pas de vie sur Europe, ça va être compliqué. Donc, je dirais que la probabilité de démontrer qu'il n'y a pas de vie sur Europe, elle est nulle. Puisqu'on n'arrivera jamais à démontrer qu'il n'y a pas de vie sur Europe. Par contre, démontrer qu'il y a de la vie sur Europe, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, de démontrer qu'il n'y en a pas, ça va être compliqué parce qu'il faudrait vraiment chercher partout pour démontrer qu'il n'y en a pas. C'est ce qui se passe par exemple sur Mars. Sur Mars, depuis 1976, on cherche des traces de vie sur Mars. On en a trouvé une en 1976. On s'est dit, ça y est, on a trouvé, mais en fait, on a regardé en détail, on s'est rendu compte que c'était une fausse détection. Donc sur Mars, on cherche depuis, ça fait combien 76 50 ans, je dis 50 ans. Donc depuis 50 ans, on cherche et on n'a pas trouvé de traces. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de traces de vie sur Mars. Je ne sais pas si j'explique. Mais sur Europe, on va dire qu'il y a 2 objets dans le système solaire. On a le plus grand espoir de trouver des traces, c'est Europe. Et c'est une autre lune qui est autour de Saturne que je n'ai pas pu vous en parler aujourd'hui parce que voilà, ça aurait été trop long, c'est Encelade. Donc Encelade a la particularité c'est une lune très active sur laquelle on a observé des éruptions. Et là, on a la chance d'aller directement, en passant dans les grains qui sont émis dans l'espace, on peut directement les collecter et trouver s'il y a des traces de vie. Donc sur Encelade, on sait déjà qu'il y a des molécules organiques, il y a des sels, il y a une source d'énergie. Donc il y a tout ce qu'on cherche quand on cherche un environnement favorable à l'émergence de la vie. Mais ça ne veut pas dire que la vie a émergé dans cet environnement. Mais en tout cas, sur Encelade, on l'a trouvé. Sur Europe, ce que va faire, alors j'ai un peu simplifié, mais ce que va faire la mission Europa Clipper, c'est pas nous trouver des traces de vie, mais c'est nous trouver des évidences, confirmer si l'océan d'Europe pourrait être habitable. C'est-à-dire, est-ce qu'il a la bonne température, la bonne composition chimique, le bon pH. Si on trouve que c'est un pH de 2, par exemple, donc ce serait comme vivre dans du citron, du jus de citron, on n'a pas trop envie. Mais si c'est un pH de 14, on n'a pas trop envie non plus. Ce serait comme vivre dans de la soude, donc c'est pas très bon. Mais s'il a le bon pH, c'est-à-dire que c'est à peu près 7, comme de l'eau neutre, peut-être que c'est bien. Et ça, on va pouvoir le détecter avec les mesures qu'on va faire indirectement. Et puis on va pouvoir voir s'il n'y a pas des composés qui nous indiquent que ça sera un environnement, on va dire, favorable. Mais après, trouver des traces de vie, je pense qu'on ne pourra pas répondre à cette question sans aller directement sur place et prendre des prélèvements. Et même en faisant des prélèvements, si on ne fait pas des retours d'échantillons sur Terre, je ne suis pas sûr qu'on arrive à vraiment conclure. Bonsoir, merci. Est-ce que des télescopes comme Hubble et James Webb peuvent contribuer à l'étude de ces lunes, bien que ce ne soit pas leur vocation originelle? Et deuxième question, vous avez vous avez précisé que toutes ces lunes présentaient toujours la même face par rapport à leur planète. Pourquoi y a-t-il des contre-exemples dans d'autres lunes? Pourquoi j'ai pas entendu la Pourquoi y a-t-il des contre-exemples, c'est-à-dire d'autres lunes ailleurs qui ne montrent pas toujours la même face par rapport à leur planète mère? Alors, la première question, c'était... j'ai loupé maintenant. Les satellites, les télescopes Webb. Oui, télescope, voilà, c'est ça. Hubble et... Donc, j'étais un peu rapidement sur ce truc-là parce que je voyais que le temps défilait, mais c'était juste pour vous montrer cette image. Alors, montrer la contribution. Il y a des contributions, notamment une contribution majeure, c'était... Voilà, cette image-là. Parce que j'ai regardé, au moment où je suis arrivé à cette image, j'ai vu il était temps que j'accélère, donc j'en ai pas parlé, mais c'est l'occasion de vous en parler. Cette image-là, à gauche, vous voyez, c'est Ganymède. Et là, on voit des lueurs bleues qui sont de part et d'autre dans l'hémisphère nord et l'hémisphère sud de Ganymède. Et ça, c'est des observations faites par le télescope Hubble. Donc là, ça a été remis, les colorations bleues, c'est des vraies observations de Hubble. Après, la carte derrière, c'est une autre carte, parce qu'avec Hubble, on ne voit pas aussi bien. C'était juste pour pouvoir reprojeter où ça se trouve. Donc ça, c'est des observations qui ont été faites en ultraviolet, et ce sont des observations d'aurore boréale sur Ganymède. Donc sur Terre, vous avez peut-être déjà observé des aurores boréales. En plus, cette année, on a eu la chance de les voir même à nos latitudes. Donc c'est quand on a des particules énergétiques qui sont conduites par le champ magnétique et qui précipitent dans l'atmosphère, et elles peuvent rayonner dans différents types de longueurs d'onde, notamment en UV. Ou nous on le voit pas en UV, mais en vert, en rouge. Donc là c'est en UV. Donc avec le télescope Hubble, ils ont pu observer ces aurores boréales
sur Ganymède des aurores boréales parce qu'il y a son propre champ magnétique. Et en observant ces aurores boréales, on va me dire, bon, qu'est-ce que ça nous apporte? En fait, ils se sont rendus compte que les aurores boréales bougeaient comme ça au cours du temps. Et à partir de la mesure de l'ondulation des aurores boréales, ils ont pu démontrer qu'à l'intérieur de Ganymède, il y a un océan. Donc en fait, la preuve qu'il y a un océan de Ganymède, alors c'est encore plus tiré par les cheveux que ce que je vous ai montré pour Europe, mais c'est basé sur l'oscillation des aurores boréales observées avec le télescope Hubble. Donc c'est juste pour montrer un exemple de contribution des observations qui peuvent être faites avec Hubble ou le James Webb. Le James Webb Télescope actuellement est en train d'observer les lunes d'Europe, de Jupiter, avec un gros focus sur les lunes sur Europe pour essayer de démontrer qu'il y a des éruptions sur Europe. Parce qu'on a eu également le télescope Hubble, en utilisant le même type de technique, a eu l'impression de détecter une éruption à un moment donné. On voit des anomalies en UV. Mais ça a été observé en 2012, et depuis 2012, tous les collègues qui travaillent là-dessus ont demandé plein de fois renouveler les observations avec Hubble, et ils n'ont jamais réobservé. Donc le James Webb, qui est très sensible, est également en train d'observer Europe pour essayer de voir s'il n'y a pas des éruptions, et pour le moment, ils n'ont pas détecté d'éruptions. Mais par contre, avec le James Webb, on a pu détecter qu'il y a différents composés à la surface, voir qu'il y a des corrélations entre la quantité de CO2 et l'activité à la surface. Donc ça apporte des informations. Parce que les instruments qu'on envoie directement sur place, ils ne sont pas aussi performants que le James Webb. Par contre, ils sont plus proches, donc ils font des images de meilleure qualité en termes de résolution spatiale, mais en termes de résolution spectrale, on n'arrivera jamais à faire comme le télescope Hubble, ou le James Webb. Donc ça complète. Et concernant la capture en résonance des lunes, en fait, c'est pour les plus grosses lunes. On a plein d'exemples de petites lunes, ce qu'on appelle les lunes irrégulières. Elles continuent leur vie à tourner dans tous les sens. Parce que si elles sont trop petites, en fait, les effets de marée ne sont pas suffisants et ça ne permet pas de les ralentir et de les bloquer. Donc en fait, la plupart des lunes de Jupiter et de Saturne, ce sont des toutes petites lunes. Là, je vous ai mentionné que les grosses lunes, celles qui nous intéressent, nous. Mais autour de Jupiter, je crois qu'on a arrivé, je n'ai même pas le chiffre, mais peut-être 150 lunes. Et la plupart de ces 150 lunes, elles tournent comme elles veulent. Et puis, personne ne regarde de manière détaillée comment elles tournent en plus. Mais Alors moi, j'aurais voulu savoir, je vois que Ganymède a un champ magnétique. En général, avec le champ magnétique, c'est lié avec le noyau, puisqu'il faut au minimum un noyau liquide. Et je veux savoir, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les noyaux, justement, de Ganymède et des autres lunes? Voilà, très bonne question, que je n'avais pas eu le temps non plus d'aborder. Donc la particularité de Ganymède, c'est la seule lune sur laquelle on est sûr qu'il y a un noyau de fer liquide actuellement, parce qu'on observe un champ magnétique, et on sait que le champ magnétique, il y a eu des modélisations qui ont été réalisées pour voir est-ce qu'on pourrait fabriquer un champ magnétique dans un océan. Non, on ne peut pas. Le champ magnétique peut perturber un océan peut perturber un champ magnétique, mais ne peut pas générer son propre champ magnétique. Donc on sait que dans Ganymède, s'il y a il y a un champ magnétique qui est produit, c'est parce qu'il y a un noyau de fer liquide. Donc ça, on est sûr que dans Ganymède, il y a un noyau de fer liquide. Sur Europe, on ne sait pas trop. Sur Europe, on n'a pas observé de champ magnétique généré. Et à partir de la mesure du champ de gravité, on ne sait pas trop. Il y a des modèles qui disent oui, il y aura un noyau de fer, ou non, il n'y aurait pas de noyau de fer. Donc ça, on va le savoir avec la mission Europa Clipper. Par contre, un autre objet qui est assez énigmatique, c'est Callisto. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Où lui, il a la même taille que Ganymède, il devra tout pareil. Et lui, on n'a aucun indice qu'il y aurait même il a peut-être même pas un noyau de rocheux. Ce serait un mélange de glace et de roche. Et on ne sait pas pourquoi lui ne se serait pas séparé au cours du temps. Donc pour Ganymède, effectivement, lui, il a un noyau de fer liquide. Et c'est un des rares objets du système solaire à avoir un champ magnétique actif. Alors il y a les planètes géantes, mais elles sont particulières. Mais parmi les objets, on va dire, solides, il n'y a que la Terre, Mercure et Ganymède qui génèrent leur propre champ magnétique. Et on pense, alors sur la base des travaux qu'on a pu réaliser au laboratoire, qu'on pense que le noyau de Ganymède et son champ magnétique sont probablement assez récents. Ganymède n'a pas pu maintenir un champ magnétique pendant 4 milliards d'années, comme par exemple le cas de la Terre. Donc on pense qu'il vient tout juste de fabriquer son noyau, tardivement, peut-être il y a 500 millions d'années, et que le champ magnétique il est généré, puis il va s'arrêter peut-être dans 100 millions d'années, ou 200, ou 300. Ça, je peux le prédire, puisque personne n'ira vérifier dans 200 ou 300 millions d'années. Bonsoir. Qu'est-ce qui permet de maintenir de l'eau liquide entre deux couches de glace pour Ganymède et Callisto? Alors ça, c'est lié à la propriété de la glace. En fait, quand on cristallise de la glace,
on a, alors j'aurais dû prévoir un diagramme, je ne l'ai pas mis, parce que le diagramme de phase de l'eau, c'est que pour pouvoir geler de l'eau, à ces conditions-là, il faut aller très très bas en température. Donc on va geler l'eau, donc sur Terre, on sait tous que l'eau gèle à 0 degré. Mais en fait, plus vous augmentez en pression, plus il faut descendre bas en température pour geler de l'eau. Donc déjà, il y a un effet de température plus basse. Donc en gros, aux pressions qu'il y a dans Ganymède, il faut descendre à moins 15, moins 20 degrés. Donc ça, c'est un élément pour pouvoir complètement geler l'eau. Et si on rajoute du sel dedans, il faut descendre moins 30, moins 40. Donc déjà, c'est plus facile de maintenir de l'eau liquide. Et puis une autre particularité, c'est que sur Terre, vous avez probablement tous constaté, si vous allez vous amuser à visiter une mine qui a 1 km de profondeur, vous allez vous rendre compte que quand vous allez à 1 km de profondeur, il fait plus chaud qu'à la surface. Et ça, c'est le gradient thermique interne qui est lié au fait qu'à l'intérieur des planètes et de tous les corps du système solaire, on a de la chaleur. Donc plus on a une production de chaleur, et donc pour pouvoir refroidir l'intérieur, la température augmente, pour que ça crée un gradient. Donc si on s'enfonce à l'intérieur d'une lune, on va voir la température qui va augmenter. Donc au bout d'un moment, on augmente et on croise la courbe de fusion de la glace d'eau, et c'est comme ça qu'on peut maintenir une couche d'eau liquide. Et si on s'enfonce encore plus profond, on arrive après dans la partie silicatée, et là dans la silicatée, c'est pareil, ça va augmenter, jusqu'à ce qu'on atteigne des températures, par exemple le noyau de Ganymède, on doit être à 2000 Kelvin, et c'est lié au fait qu'on a la température qui augmente toujours. Donc je ne sais pas si ça répond complètement à votre question, mais c'est lié à la source de chaleur. Donc même si on n'a pas du chauffage de marée, comme dans le cas de Io, qui est vraiment un truc extrême, le chauffage, radioactif, donc ce qui est la source de chaleur principale des corps rocheux, donc sur Terre, la Terre fonctionne parce qu'à l'intérieur, on a des éléments radioactifs. Donc juste à titre de comparaison, à l'heure actuelle, donc je ne sais pas si on peut être fier de nous, mais l'humanité consomme autant d'énergie que toute l'énergie radioactive de la Terre. Donc on a dépassé le seuil cette année, je crois, parce que j'ai fait la comparaison. Donc la Terre produit en permanence 20 terawatts, 20-21 terawatts d'énergie radioactive, et l'humanité consomme 20 à 21 terawatts d'énergie. Donc voilà, on est aussi fort qu'une planète. Donc, je ne sais pas si c'est un bon exploit. Oui, j'avais une question sur l'apparition de la vie. Oui, Ah là, pardon, je n'ai pas vu. Oui, vous recherchez les conditions favorables à l'apparition de la vie, mais est-ce que vous êtes en contact avec des biologistes qui, eux, cherchent comment la vie a pu apparaître ? Alors, il y a quelques biologistes, on va dire, qui commencent à s'intéresser à ces questions-là. On va dire plutôt des exobiologistes. Donc, quand vous parlez aux exobiologistes, c'est souvent des chimistes. Parce qu'en fait, ils cherchent plutôt l'origine de la vie. Donc, moi, je ne suis pas biologiste, je ne suis pas exobiologiste, je ne suis même pas chimiste. Donc, je ne me permettrai pas d'extrapoler. Donc, moi, je suis juste géophysicien, physicien, donc j'essaie d'apporter les contraintes physiques pour voir est-ce qu'on a les bonnes conditions en termes d'énergie, de composition, de physico-chimique. Et après, je donne ces éléments-là aux collègues qui essayent de voir est-ce qu'on pourrait, à partir de ça, créer des organismes vivants. C'est très compliqué. On sait qu'en laboratoire, personne n'a réussi à faire une vie synthétique. Donc, et je pense que c'est une chimère, on n'y arrivera jamais à fabriquer du vivant à partir de quelque chose de complètement inorganique. Sur Terre, on sait que la vie a émergé à un moment donné, mais même les plus anciennes traces de vie, finalement, elles ne sont pas si vieilles que ça. Elles sont de si je ne me trompe pas, 3,3 milliards d'années, on est sûr, 3,4 milliards d'années, on a des doutes, et 3,5, il y a quelques personnes qui disent, mais en gros, il s'est passé 1 milliard d'années dans lequel on ne sait pas si la vie a émergé sur Terre. Elle a probablement émergé pendant cette phase-là, mais on a perdu toute trace. Donc c'est le seul intérêt, je pense, de l'exploration des autres corps, c'est d'aller essayer de trouver ce qui s'est passé pendant ce premier milliard d'années. Donc c'est un espoir qu'on a sur Mars, parce qu'on peut espérer que Mars a été figé à ce moment-là, et a gardé des fossiles des premiers organismes vivants. Peut-être s'il y a eu des premiers organismes vivants sur Mars, peut-être qu'il y en a certains qui ont survécu dans des petites niches, peut-être qu'un jour on les trouvera. Dans le cas d'Europe, je pense que c'est différent. Si Europe a de la vie, c'est de la vie évoluée. Alors quand je dis évoluée, ça ne veut pas dire qu'il y a des baleines ou qu'il y a des choses comme ça, mais il n'y a pas de raison que la vie sur Europe ait commencé là, maintenant, sachant que ça fait plus de 4 milliards d'années qu'on a potentiellement de l'eau liquide en contact avec des roches. Donc s'il n'y a pas de vie maintenant sur Europe, ça veut dire qu'il n'y en a jamais eu. Je ne vois pas pourquoi la vie elle aurait disparu d'Europe, donc déjà on sera sûr de ça.
Par contre, si on trouve de la vie sur Europe, ce ne sera pas de la vie primitive non plus, parce que ce sera peut-être une vie pas extrêmement évoluée, mais ça aura quand même une vie qui aura évolué pendant 4 milliards d'années, donc autant que la vie terrestre. Donc c'est pour ça qu'il y a un autre objet qui nous intéresse, qui est Encelade, sur lequel on pense que l'océan d'Encelade, lui, c'est quelque chose de très éphémère. Encelade, c'est un tout petit objet. On a des preuves actuellement qu'on aurait peut-être une activité hydrothermale, qu'on a de l'eau liquide, qu'on a toutes les conditions. Mais sur Encelade, ça ne peut pas durer plus que quelques dizaines de millions d'années. Donc là, c'est un environnement qui est intéressant à étudier parce que ça serait un environnement où de temps en temps, on pourrait avoir des périodes où on pourrait avoir des environnements favorables à l'émergence de la vie. Allez, j'ai les 2 dernières questions ici. Merci. Où est la coopération internationale au vu des conflits géopolitiques, notamment je pense aux Chinois et aux Russes? Alors, avec la Russie, il y a 0 coopération. Donc peut-être que vous avez entendu parler d'une mission qui s'appelait ExoMars. Donc ExoMars, c'était une très grosse mission européenne. C'est un rover européen qui devait se poser sur Mars et qui devait être envoyé, en gros, juste quelques mois après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc ExoMars est actuellement dans un hangar, je ne sais pas si c'est en Angleterre ou en Italie, à attendre une solution pour voir est-ce qu'on arrivera à l'envoyer un jour, sachant qu'on ne le fera pas avec les Russes. Et les Américains avaient proposé un moment, mais depuis que Trump est au pouvoir, je pense que c'est mis en stand-by. Pour ce type de coopération, ici, ce n'est pas vraiment de la coopération, c'est plutôt de l'échange scientifique. Donc ça, on arrive encore à maintenir un maximum de coopération scientifique. Par contre, lancer un projet commun de différentes agences, c'est toujours très compliqué. Donc il y a beaucoup de coopération avec la JAXA, donc c'est l'agence spatiale japonaise. Donc vous allez sûrement en entendre parler cette année, il y a une mission qui s'appelle MMX, donc c'est Martian Moons Explorer, sur lequel il y en a une contribution. Alors c'est pas directement l'ESA, donc comme en Europe, on a des choses très particulières. Donc en Europe, on a bien l'agence spatiale européenne, mais après chaque pays a sa propre agence spatiale. Donc dans le cas de MMX, c'est pas une coopération entre l'ESA et la JAXA, mais c'est une coopération entre la JAXA, le CNES, qui est l'agence spatiale française, et le DLR, qui est l'agence spatiale allemande. Donc il y a pas mal de coopérations comme ça. Et après, il y a aussi des coopérations entre le CNES et la NASA. Donc par exemple, le rover actuellement qui est sur Mars, Curiosity, les 2 rovers Curiosity et Perseverance, dessus, il y a des instruments qui ont été fournis par le CNES. Alors, donc il y a des coopérations, mais c'est plus au niveau des instruments. Des fois, il y a des sous-systèmes. Donc dans le cas de MMX, sur MMX, il y a un petit rover qui s'appelle IDFix. Donc avec un nom comme ça, vous devinez quelle agence l'a proposé. Donc c'est la contribution française et allemande à cette mission, qui est un tout petit rover. Mais voilà, il y a des coopérations. Il y a des coopérations qui se font aussi avec les États arabes unis, où il y a également les Émirats arabes unis, qui ont également des projets d'exploration de la Lune et de Mars. Et avec la Chine, il y a une coopération actuellement sur une mission qui s'appelle SMILE, mais c'est pareil, c'est toujours un peu compliqué. Donc lancer des nouveaux projets, voilà. J'essaie toujours de pousser pour qu'on fasse des coopérations internationales, mais à un moment donné, quand on est bloqué par les agences qui ne veulent pas communiquer entre elles, on fait au mieux. Oui, bonsoir. Donc ma question, comme le voyage est assez long pour aller sur Europa et dangereux, on n'est pas sûr d'arriver, est-ce qu'on a envisagé de larguer des robots sur certaines zones depuis ces sondes pour faire les analyses qu'on va faire dans le futur un petit peu loin, un peu lointain? Et si on avait les moyens, je pense qu'on le ferait. Le problème, c'est que la mission Europa Clipper, elle a déjà explosé son budget. Donc c'est juste une mission de survol et elle est déjà à 5 milliards de budget. Donc, on ne peut pas envisager d'avoir des petits modules qui vont être envoyés. Donc ce qu'il faut espérer, c'est qu'à terme, on soit capable d'envoyer des engins autonomes à la surface. Le principal problème, c'est que même on peut développer sur Terre, on fait maintenant des systèmes autonomes, des petits robots, mais sur Terre, en général, au bout d'une heure d'opération, il revient se brancher sur sa prise de courant pour se recharger. Là, il ne va pas pouvoir le faire. Donc il faut trouver des systèmes qui soient économes en énergie, qui soient robustes. Donc finalement, ce qu'on envoie dans l'espace, c'est pas... Souvent, on a l'impression de dire on envoie la dernière technologie. On n'envoie pas la dernière technologie. On envoie ce qui est le plus robuste.
On veut que quand l'engin arrive sur place, il passe 7 ans dans l'espace, et il faut que 7 ans après, quand on met en route l'instrument, il se met en route. Et il ne faut pas qu'il y ait de doute. Donc finalement, c'est des technologies assez robustes et assez éprouvées. Et dès qu'on veut faire des développements très, on va dire, novateurs, on peut le faire peut-être sur la Lune, on peut s'amuser. Mais vous voyez, sur la Lune, est-ce que vous avez déjà vu un robot se balader sur la Lune? On ne l'a pas encore fait. Alors que c'est juste à côté, et finalement, ça pourrait être un terrain d'essai. Donc avant qu'on envoie très très loin des engins, c'est pas tout de suite. Mais ça serait l'idéal en fait d'envoyer, et surtout pas d'envoyer d'humains. Donc j'espère qu'on n'enverra jamais d'humains sur Mars. Moi c'est mon souhait, ne pas aller sur Mars. Si on veut aller explorer, on envoie des robots. Mais il n'y a aucun intérêt d'aller envoyer des humains sur Mars. Surtout si on veut faire on veut faire de la recherche de traces de vie sur Mars. La première chose, c'est de ne pas envoyer un humain. Parce que la première chose qu'il va faire l'humain, c'est contaminer son environnement. Merci beaucoup Gabriel et bonne soirée à tous et toutes.